Mesdames, Messieurs, c'était à la fin du siècle dernier. Je coulais des jours paisibles à Nancy, où je présidais depuis une dizaine d'années le tribunal administratif. Et j'avais été promu au ce que je croyais le dernier grade, qui répondait à l'appellation flatteuse de président hors classe. Le président hors classe a de l'allure. Figurez-vous que des technocrates sont arrivés, ont supprimé ces appellations traditionnelles pour nous qualifier de P. P avec un numéro. P4, P5, P6. Et on m'a dit, votre carrière n'est plus terminée. Allez donc à Grenoble. Me voilà à Grenoble, au tribunal administratif. Et là, j'entends souvent parler d'une jeune et brillante conseillère qui a exercé pendant quelques années, ses qualités, sa personnalité. Et on me dit, oh, vous aurez l'occasion de la rencontrer, elle est en poste à Grenoble. Elle s'appelle Sylvie Favier. Effectivement, Sylvie, c'est à cette époque que l'on s'est connu, plus croisé que connu, on dira croisé connu, lors d'audiences solennelles, de manifestations publiques, cérémonies au tribunal ou ailleurs. D'ailleurs, je crois que j'ai un témoin qui, de loin, de cette époque, qui nous regarde et qui nous écoute. Et puis, chacun a suivi son chemin. Moi, je suis retourné assez rapidement à Nancy, où cette fois, j'ai vraiment terminé ma carrière. Le temps a passé. Et en 2020, qui vois-je arriver à Nancy? Madame la conseillère d'État Sylvie Favier, présidente de la Cour administrative d'appel. Nancy, tu viens, Sylvie, de me le confirmer, c'est la fin de ton parcours professionnel. Tu en as décidé ainsi, avant l'âge macronien de la retraite, bien avant l'âge limite lié à ta fonction. Parcours professionnel dont je vais rappeler les grandes étapes et dont je vous laisserai apprécier la diversité et la richesse. Première période que l'on peut appeler grenobloise. Études de droit, maîtrise de droit, et très jeune, réussite à l'ENA. À la sortie de l'école, tu choisis la juridiction administrative. Et la première affectation, vous avez deviné, c'est Grenoble, conseillère au tribunal administratif. Un assez long séjour au tribunal, coupé par une mobilité à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. Et puis, pour clore ce que j'appelle cette première période, une affectation à ce qui s'appelle, je crois, Grenoble-Alpes Métropole, je ne me trompe pas, qui est la communauté de communes, ou qui était la communauté de communes, de l'agglomération grenobloise. La deuxième période est une période consacrée uniquement à des activités administratives très variées. Sous-préfète dans la Drôme, administratrice, j'ai du mal à prononcer administratrice civile au ministère de l'Intérieur, et puis un retour à Grenoble, toujours à Grenoble-Alpes Métropole, mais cette fois comme directrice générale adjointe. Et à partir de 2006, si ma mémoire est exacte, c'est un retour qui va se révéler définitif dans la juridiction administrative et qui te verra aller de Marseille à Basse-Terre, de Basse-Terre à Melun, de Melun à Nancy. Marseille, c'est la cour administrative d'appel où tu prends ton poste de présidente assesseur. J'ai bien féminisé la présidente assesseur. Ensuite, ce sont des postes de chef de juridiction
présidente des tribunaux administratifs de Basse-Terre, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, puis un grand vol pour aller à Melun, présidente du tribunal administratif de Melun, je crois pendant 7 ans, ce qui est aujourd'hui la durée maximale pendant laquelle on peut occuper un poste de chef de juridiction. Et après Melun, le grade de conseillère d'État, et l'affectation à la cour administrative de Nancy. C'est, je crois, la dernière conférence que tu vas donner, chère Sylvie, en cette qualité, du moins en activité de conseillère d'État et de présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy. Nous te remercions d'avoir répondu favorablement à l'invitation de notre académie. Et nous allons écouter une conférence sur le thème que tout le monde connaît, mais qui est un thème d'actualité, mais l'actualité permanente. Et un thème qui, je sais, te passionne, la qualité de la justice. Place à la conférence. Merci, cher Daniel, de tes propos flatteurs et merci à l'Académie Lorraine des Sciences de bien vouloir écouter cette modeste conférence dont je vous annonce par avance qu'elle sera quelque peu réductrice puisque j'ai préféré réduire mes propos sur la qualité de la justice à la justice que je connais le mieux, c'est-à-dire la justice administrative. Mais bien entendu, si certains d'entre vous veulent poser des questions ensuite et que nous discutions ensemble de la façon dont on peut élargir à d'autres formes de justice, bien sûr, je ferai tout mon possible pour y répondre. Donc réductrice, et puis réductrice aussi dans la durée, donc qui m'obligera à prendre quelques raccourcis pour ne pas trop dépasser le temps de parole qui m'est imparti. Avant de parler de la notion de qualité, je crois que ça nécessite, puisque je réduis mes propos à la justice administrative, de vous faire une présentation de ce qu'est la justice administrative, qu'on soit bien tous d'accord qu'on parle de la même chose. Et donc, le rôle de la justice administrative, c'est de traiter les affaires qui mettent en cause la plupart des administrations, États, collectivités territoriales, hôpitaux publics, établissements publics, et des personnes privées ou publiques. Donc des litiges entre des personnes publiques et des personnes privées, et donc qui la différencie en ce sens des juridictions judiciaires, celles qui sont probablement les plus connues, qui traitent des affaires civiles entre particuliers, des affaires commerciales ou encore plus connues, des affaires pénales. Ce dont on entend le plus parler, ce sont effectivement les affaires pénales, parce que effectivement il y a un événementiel dedans qui est probablement plus parlant pour le grand public que ne l'est la justice administrative. Il existe donc 2 ordres de juridiction en France, et donc l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, et la distinction entre les affaires relevant de l'un ou l'autre ordre n'est pas toujours simple. D'où, puisqu'on parle de qualité, un problème de qualité intrinsèque, si j'ose dire, qui tient à cette organisation et à la difficulté pour les justiciables qui vont avoir parfois du mal à distinguer entre ce qui relève de la juridiction judiciaire ou ce qui relève de la juridiction administrative. Pour donner un exemple, vous êtes tous usagers de l'eau, vous avez un contrat d'eau,
Hein. Alors, si vous contestez, par exemple, la facturation qui vous est faite, comme c'est un service public industriel et commercial, vous allez devoir saisir les juridictions judiciaires. Par contre, si vous voulez contester la délibération du Conseil de la métropole qui institue le tarif de l'eau, là, il vous faudra venir devant la juridiction administrative. Donc, un premier problème de qualité, si j'ose dire, auquel je ne peux pas apporter de solution pour l'instant, hein, mais en tout cas l'évoquer, qui tient à une organisation générale qui est complexe et au sein de laquelle les justiciables ont parfois du mal à se repérer. Troisième caractéristique de cette organisation pour la justice administrative, c'est une organisation pyramidale. Il y a 42 tribunaux administratifs, en réalité 45, puisque Daniel Giltard a présenté mon parcours en tant que présidente du tribunal administratif de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Donc c'est une même juridiction, mais qui en réalité regroupe 3 tribunaux. Il en est de même en Martinique avec Saint-Pierre et Miquelon, hein, où il y a 2 juridictions en une, si j'ose dire. Mais on va dire 42 tribunaux administratifs qui traitent des affaires, je l'ai évoqué tout à l'heure, la délibération du Conseil de métropole qui institue le tarif de l'eau, hein, qui traite les contestations des impôts. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec l'impôt sur le revenu, voilà, vous allez d'abord saisir l'administration, ensuite le tribunal administratif. Si vous voulez contester le permis de construire délivré à votre voisin, même chose, tribunal administratif. Dans cette organisation pyramidale, il y a 9 cours administratives d'appel qui vont traiter des affaires d'appel, c'est-à-dire que quand les justiciables ne sont pas satisfaits du jugement qui a été rendu par le tribunal administratif, ils vont pouvoir venir en appel devant la cour administrative d'appel. Il y en a 9 en France. Et au sommet, si j'ose dire, le Conseil d'État qui va traiter en cassation des affaires, alors de certaines affaires qui viennent directement depuis les tribunaux administratifs. Là aussi, on a une complexité d'organisation, mais le plus souvent, les affaires qui ont déjà été jugées par un tribunal, par une cour, et pour lequel le Conseil d'État va avoir à traiter en cassation. On a une organisation à peu près équivalente dans les juridictions judiciaires, puisque vous avez les tribunaux judiciaires, hein, qui sont les anciens tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance, tribunaux judiciaires, à l'échelon supérieur, les cours d'appel, hein, Nancy, place de la Carrière, et au sommet, la Cour de cassation. Donc, on a une organisation similaire avec 2 ou 3 niveaux de juridiction. Pour poursuivre sur la qualité de la justice, je voudrais indiquer quelques préalables. Le premier préalable, c'est que, à mon sens, s'interroger sur la qualité de la justice suppose d'abord de s'interroger sur sa finalité. Est-ce qu'il s'agit d'une finalité courte, c'est-à-dire de se borner à la résolution de conflits, hein, de conflits individuellement identifiés, hein, voilà, ou est-ce qu'on est dans une finalité longue dans laquelle la justice est conçue comme un facteur d'apaisement, de paix et de régulation sociale. Et je crois que on est entré résolument dans la deuxième partie de cette réflexion. Maintenant, la finalité est une finalité longue, mais surtout, ça me pousse à dire que cette finalité, la conception de la qualité qu'on peut avoir, est très évolutive. Elle est très contingente, elle dépend de la période à laquelle elle s'applique. On est parti, et je vous parlerai des différents critères de qualité, on est parti d'une conception assez simple de la justice. Voilà, il s'agit de régler des différends. On arrive à une conception
à plus long terme, en disant il s'agit d'instaurer la justice comme un instrument de paix sociale, de régulation sociale, et donc ce qui suppose de diversifier les moyens qu'elle a d'apaiser, de régler les situations conflictuelles. Voilà, donc s'interroger sur et puis point supplémentaire, on s'interroge sur la qualité de la justice, ça suppose aussi de s'interroger sur quels sont les critères de cette qualité. Et si on s'interroge sur les critères, troisième point, il va falloir s'interroger sur les instruments de mesure de cette qualité, de ces critères. Comment on sait qu'un critère, où on va placer, vous êtes des scientifiques, comment on va mesurer si on est dans une situation où on peut considérer qu'il y a qualité ou pas, et c'est probablement la difficulté la plus grande, parce que autant certains critères peuvent être assortis d'outils quantitatifs qui vont permettre de mesurer, autant d'autres critères, quand on parle de qualité, mesurer la qualité qu'à travers des chiffres, ça n'a pas forcément de sens. Alors ensuite, ce que je voulais indiquer, c'est que le critère historique et évident de la qualité de la justice, c'est la qualité de ses décisions, la qualité juridique de ses décisions. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une recherche certaine de qualité juridique. Je crois que nous nous efforçons tous de rendre des décisions qui soient juridiquement fiables, et que pour ce faire, il y a un recrutement qui est sélectif des magistrats administratifs, un concours, un recrutement soit sorti ENA, maintenant Institut national du service public, un recrutement par un concours qui est un concours difficile, très sélectif, et puis des recrutements au tour extérieur ou des détachements, mais qui sont aussi, je veux dire, qui font l'objet d'une sélection forte. Il y a une obligation de formation initiale des magistrats avant qu'ils ne prennent leurs fonctions. Pour les magistrats administratifs, c'est une formation de 6 mois qui est prévue par le Code de justice administrative. Pour les magistrats judiciaires, je pense que vous avez tous entendu parler de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, qui forme les magistrats judiciaires. Donc, une garantie, un concours, plus une formation avant de prendre les fonctions. Nous avons aussi, et là je pense que c'est plus spécifique à la juridiction administrative qu'à la juridiction judiciaire, une mise à disposition d'outils numériques et de bases de données qui sont très performantes. Voilà, une documentation qui est entièrement numérisée, revue, et surtout une base de données des jurisprudences du Conseil d'État, des cours administratifs d'appel et des tribunaux administratifs, qui est alimentée en temps réel et donc sur lesquels on peut faire tous des recherches. Vraiment, la décision de la veille, on la trouve. La plupart du temps, en tout cas, une décision du Conseil d'État de la veille, on la trouve. Avec un risque, quand on a trop de documentation, trop d'informations, c'est de se noyer un petit peu dedans. Alors, ces bases de données sont dotées d'excellents moteurs de recherche. Ce qui fait que, en entrant une phrase, un mot, un code, on trouve à peu près tout ce qui traite du sujet. Par contre, le tout ce qui traite du sujet, il faut le prendre à sa juste valeur, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut faire un tri dans ce qu'on trouve, parce que des décisions rendues dans l'urgence un peu vite, c'est pas forcément celles qui posent un principe qu'on va devoir retenir quand on a à juger une affaire avec un peu plus de temps devant nous pour la juger. Et puis, troisième élément de cette qualité juridique, et j'y reviendrai tout à l'heure, un souci de motivation de nos décisions, d'une précision qui montre à la fois quel texte on va appliquer, puisque on n'invente rien, en général on s'inspire de textes,
hein, et comment on les interprète de façon à les appliquer à la situation qui nous est soumise. Hein. Mais ça s'appelle la motivation. On va devoir motiver nos décisions de façon à pouvoir justifier de leur qualité. Mais justement, toute cette qualité juridique, en tout cas cette recherche de qualité juridique, ne va pas sans poser de questions. Première question, c'est celle que j'ai soulevée précédemment. Comment va-t-on la mesurer, cette qualité ? Et qu'est-ce qui va nous faire dire que il y a qualité juridique ou pas, hein ? Et puis surtout, et j'en reparlerai plus tard, est-ce qu'on peut vraiment réduire la notion de qualité de la justice à la qualité juridique de ces décisions ? Et sans déflorer complètement la suite, je peux vous annoncer que, à mon sens, il y a probablement d'autres critères à trouver que la seule qualité juridique, même si cette qualité juridique est essentielle. Alors, justement, la qualité juridique des décisions, comment peut-on la mesurer ? Et pour l'instant, alors excusez-moi, j'ai mis des chiffres qui sont un petit peu petits, mais pour le moment, je crois que le seul instrument de mesure qu'on a de cette qualité juridique, c'est de voir comment les décisions de chaque juridiction sont traitées par la juridiction supérieure. Hein. Donc, est-ce que quand il y a un appel ou un pourvoi en cassation, la juridiction supérieure va maintenir, hein, on va estimer que le summum de la qualité juridique, c'est le Conseil d'État qui le détient. Hein. Donc, si une décision de la Cour administrative d'appel de Nancy et fait l'objet d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'État, hein, ce qui va être le signe de la qualité de notre décision, c'est de savoir si elle est maintenue ou si elle est réformée. Hein. Et nous avons tous les mois un tableau de bord, hein, des appels cassation. Hein. Moi, je reçois les tableaux de bord de tous les tribunaux du ressort et je reçois aussi ceux de la Cour administrative d'appel. Hein. Et donc, on a tout, hein, le nombre d'affaires qui va devant le Conseil d'État, et puis la solution finale que donne le Conseil d'État. Et alors, le chiffre, là, il est tout petit, mais il est assez révélateur. Là, sur la dernière période annuelle, donc qui s'arrête au 31 mars 2023, mais on reçoit vraiment ces tableaux tous les mois, on a 78,8% de confirmation de nos décisions par le Conseil d'État. Alors, c'est un peu moins que d'habitude. On a dû avoir une grosse vague d'annulation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais grosso modo, les cours administratifs d'appel voient leurs décisions confirmées aux alentours de 80%. Hein. Donc, je suis désolée, je pourrais donner aussi le texte du PowerPoint. Donc, comme ça, vous pourrez voir plus en détail ce qu'il en est. Mais et je ne crois pas qu'on puisse avoir d'autres instruments de mesure que comment ça se passe à l'échelon supérieur, hein, comment sont traitées nos décisions. Hein, donc au niveau métropolitain, les cours administratives d'appel, c'est 83,8% de confirmation, et pour la Cour administrative d'appel de Nancy, dernière période annuelle, 78,8%. Donc, globalement, on doit pouvoir en déduire que les décisions qu'on rend sont des décisions de qualité juridiquement parlant, mais on parlera après des raisons pour lesquelles on arrive à cette situation. Hein. Et donc ensuite, le détail, c'est par type de matière, hein, c'est décliné selon, on traite beaucoup de contentieux des étrangers, titre de séjour, obligation de quitter le territoire, hein, et sur nos décisions en matière de contentieux des étrangers, on a 100% de confirmation par le Conseil d'État. Alors, il y a un autre chiffre qui est très révélateur dans ce tableau, c'est la deuxième colonne de chiffres. Hein. C'est qu'en fait, j'en viens justement à la limite de ce que je suis en train de dire. Hein. C'est le tableau que je viens de vous montrer, montre la qualité de la justice à travers ce qu'on appelle le taux de maintien de la solution par la juridiction supérieure, donc 78,8% dans le dernier tableau qu'a reçu la Cour administrative
d'appel de Nancy. Mais ce taux, s'il révèle une qualité, une certaine qualité, ne révèle pas suffisamment de choses parce que pendant la même période, seulement 4,6% de nos décisions ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Hein. Donc, 78% de 4,6%, ça fait voilà. Voilà. Si ça fait beaucoup, mais en fait, on ne sait pas pourquoi les 95. Il y a 95% de nos décisions sur lesquelles on n'a pas d'indicateur. Hein. 5% de décisions qui font l'objet d'un pourvoi, ça fait 95% qui ne font pas l'objet d'un pourvoi. Et sur laquelle, alors on peut se dire, soit les justiciables ont été satisfaits, donc ils sont pas allés plus loin, soit ils ont compris que de toute manière ils pouvaient rien avoir de plus, alors c'est pas une réelle satisfaction, mais ils s'en arrêtent là. Soit ils estiment que c'est vraiment trop compliqué d'aller devant le Conseil d'État, hein, ce qui est aussi tout à fait possible, et puis que le temps est un peu long. Hein. Et donc, on a 95% de nos décisions sur lesquelles on n'a pas d'outils de mesure. Au niveau des tribunaux administratifs, j'ai donné l'exemple de la Cour administrative d'appel de Nancy. Au niveau des tribunaux administratifs, hein, les décisions des tribunaux sont maintenues par les cours administratives d'appel à hauteur de 80,9%. Hein, donc on est à peu près à 20% d'annulation, c'est pas grand-chose, et seulement 18,5% des jugements font l'objet d'un appel. Hein. Donc là aussi, il nous manque plus de 80% des affaires sur lesquelles on n'a pas de critères, d'outils de mesure de la qualité juridique. Voilà. Mais si l'un d'entre vous a une idée de comment la mesurer, je suis preneuse. On a encore sûrement beaucoup de choses à inventer. Alors, toujours sur cette question de la qualité juridique, hein, c'est que j'estime que réduire la qualité de la justice à la seule qualité juridique de ses décisions pourrait revenir à considérer que la justice n'est rendue qu'à l'intention de professionnels du droit. Parce que les professionnels du droit, ils vont comprendre ce qu'on leur écrit, et c'est peut-être aussi pour ça que ça s'arrête. Hein. Donc les professionnels du droit, nous-mêmes, hein, en tant que magistrats, les avocats, hein, les services juridiques des collectivités, hein, les services juridiques des entreprises, parce que nous avons parfois affaire à des entreprises, hein, mais je ne pense pas qu'on puisse réduire la justice à la seule satisfaction des professionnels du droit, hein, et il faut aller plus loin, hein, car la justice est un service public, hein, dont les destinataires sont non pas les professionnels du droit, mais les justiciables. Hein. Devant nous, justiciables, ce sont les administrations et les administrés, hein, dans le cas de la justice administrative. Hein. Et donc, il faut absolument trouver d'autres critères que la qualité juridique, hein, pour définir ce qu'est ce service et sa qualité. Donc, je vais en venir aux autres critères possibles, hein, et j'en ai déterminé 7. Hein. Donc, si la qualité juridique des décisions n'est que l'un des critères de la qualité du service, d'autres critères, alors je vais souvent me recouper parce qu'ils sont interdépendants, ces critères, hein, doivent être définis, qui d'un bout à l'autre du procès, hein, voire même après, hein, on parlera de l'après parce qu'il y a une suite au procès, hein, et j'en ai dénombré 7. Hein. Donc, la facilité de l'accès à la justice, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité à la justice, parce que c'est facile de saisir un tribunal. Hein. Deuxième critère, la célérité de la réponse du juge. Hein. Dans quel délai va-t-on avoir la solution à la question qu'on soumet au juge? Troisième critère, la prévisibilité de sa réponse. Hein, parce que il faut quand même assurer la sécurité juridique, hein, une certaine sécurité juridique. Le justiciable doit pouvoir s'attendre à une réponse
avant de faire un recours. Mais même si ça, c'est discutable et c'est probablement ça qui sera évolutif dans le temps, mais il y a une prévisibilité à avoir pour assurer une certaine sécurité juridique, donc critères de qualité. Voilà. La qualité des relations entre le juge et les parties. Est-ce qu'il y a une relation de confiance qui s'instaure entre le juge et les parties? Est-ce qu'on fait confiance simplement dans le rapport avec la justice, à la juridiction devant laquelle on est? 5e critère quand même très important, l'intelligibilité de nos décisions. 6e critère, la possibilité, c'est pour ça que j'ai dit il y a un après le procès, c'est la possibilité d'en obtenir l'exécution. Parce qu'une décision soit rendue, si elle n'est pas exécutée, je crois que le service n'est pas rendu jusqu'au bout. Donc il faut qu'on ait les moyens de faire exécuter nos décisions, et ça n'est pas toujours évident, sachant que nous, comme un des justiciables et l'administration, c'est plutôt est-ce que l'administration va accepter d'exécuter nos décisions. Alors la plupart du temps, oui, voilà, mais on a des difficultés d'exécution et il faut qu'on arrive à trouver les moyens de les résoudre, sans quoi la justice n'est pas crédible. Si tout le monde dit le juge a décidé, mais voilà, après tout, est-ce que ça compte? Effectivement, je pense que on n'est pas dans la qualité. Et le dernier point qui rejoint un petit peu le 4e, la confiance mise dans l'institution. Il faut que la justice, on ait confiance en elle pour pouvoir s'en référer à elle et qu'elle soit garante de l'état de droit. Parce que ce qui compte au bout, c'est qu'il y ait un état de droit qui soit respecté par les uns et par les autres. Donc, le premier autre critère dont j'ai parlé, c'est l'accessibilité de la justice. Alors, je vais parler un petit peu vite, là. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que pour ce qui nous concerne, on a des règles formelles assez peu contraignantes. C'est-à-dire que la plupart du temps, on peut nous saisir par un simple courrier. Alors maintenant, on a dépassé le stade du courrier et il y a le numérique qui est intervenu. Mais en tout cas, au niveau d'un tribunal administratif, on peut très bien nous adresser un courrier en disant je suis pas du tout d'accord avec la décision qui a été prise par l'administration me concernant. Il faut au minimum indiquer pourquoi, quelle est cette décision et indiquer pourquoi. Mais les règles sont peu formalistes. Il peut y avoir une saisie par simple courrier, donc peu de contraintes au niveau des règles formelles. Voilà. Nous avons des outils numériques qui sont facilitateurs. Alors, on a une application qui s'appelle Télérecours, à travers laquelle, alors, les avocats, il y a un télérecours avocat et un télérecours citoyen, mais les citoyens, donc les justiciables devant les tribunaux administratifs, peuvent nous envoyer par PDF, et c'est une application très, très performante. Bon, il lui arrive de temps en temps d'être en maintenance ou en panne, mais globalement, à 99%, ça marche. Et je veux dire, avec un PDF, je veux dire, on nous saisit où qu'on soit, on peut nous saisir à n'importe quel moment, et donc avoir une date, puisqu'on a des délais dans lesquels on doit être saisi. Je veux dire, on a une date certaine de l'heure du jour auquel on a été saisi. Ça peut être quand le délai expire à minuit, ça peut être à 23h59. On verra que c'est 23h59 sans avoir à se déplacer. Parce que le courrier, il faut faire un envoi postal ou venir le poser dans la boîte, donc se déplacer. Là, maintenant, on a des outils numériques qui facilitent énormément la saisine des juridictions. Il y a la possibilité de se faire assister par un avocat. Ça n'est pas toujours obligatoire devant les tribunaux administratifs. C'est toujours obligatoire devant la cour administrative d'appel. Mais quand on a recours à un avocat et qu'on a des faibles ressources, on a la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle. Donc là, ça facilite aussi l'accès à la justice. L'avocat étant, dans ce cas, rémunéré par une contribution de l'État sur sa rémunération.
Et puis, voilà, on édite, je l'ai pas mentionné dans le PowerPoint, mais alors on édite, on a sur notre site Internet, mais ça suppose quand même d'avoir un accès Internet, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui nous saisissent. Hein, mais aussi en papier, on met à disposition des petites plaquettes de simplification. Hein, l'administration prend une décision pour moi, je ne suis pas d'accord avec leur décision, je peux écrire au tribunal administratif. Alors c'est écrit en français, en facile à lire et à comprendre, hein, ça s'appelle du FALC. Et donc on a diverses fiches d'explications que je mets à votre disposition, découvrir la justice, la cour administrative d'appel, le tribunal administratif, l'aide juridictionnelle. Hein, donc un certain nombre de documents d'information qui sont simplifiés, hein, et qui font que on essaye d'aider les gens à nous saisir. Hein. Mais comme je l'ai dit précédemment, et c'est quand même une limite, on a des règles de compétences juridictionnelles, de procédure et de fond qui restent quand même assez largement, quoi, qui constituent parfois des pièges, et donc qui, de ce point de vue-là, donc on a une justice accessible formellement parlant, hein, mais qui sur le fond l'est pas toujours, hein, parce qu'il y a un certain nombre de pièges, hein, qui sont de règles de procédure qui font que les personnes qui vont nous saisir vont parfois se voir opposer une irrecevabilité et ne pas voir l'affaire jugée dans le sens où elles auraient aimé qu'elle le soit. Hein. Donc, il y a des règles de fond qui nécessitent peut-être un recours à des professionnels, hein, mais dans l'idée, il y a une tentative. Voilà. Les judiciaires, pour ça, sont mieux équipés que nous, puisqu'ils ont... alors, il y a des conseils départementaux d'accès au droit et des points d'accès au droit qui sont organisés dans beaucoup de collectivités, hein, et dans lesquelles il y a des permanences d'avocats, des permanences juridiques, hein, auprès desquelles on peut venir se renseigner. Bon, on a malheureusement assez peu ça dans la juridiction administrative. Alors, dans les tribunaux administratifs, il y en a quelques-unes, et notamment à Melun, moi, j'avais créé un point d'accès au droit commun avec les juridictions judiciaires, disant on met en commun quelques moyens, sachant que la plupart des questions qu'on venait nous poser, c'était sur l'aide juridictionnelle. Eh ben, en fait, il y avait un agent qui aidait les personnes qui venaient se renseigner à remplir leur demande d'aide juridictionnelle. Hein. Mais en tout cas, on n'est pas très bien équipé. Et puis après, il y aura des règles de fond compliquées qui font que le justiciable moyen, hein, qui n'est pas spécialiste, aura peut-être du mal à se retrouver. Hein. Mais l'accessibilité de la justice, encore des progrès à faire, mais quand même une préoccupation. Alors, il y a quelques limites, c'est que justement, si la justice est trop accessible, hein, on risque d'être submergé très rapidement. Hein. Donc, on a déjà une augmentation très importante du nombre de recours. Hein. Et donc, la question, c'est que si il y a beaucoup de recours, on va rallonger nos délais de jugement parce que malheureusement, nos moyens ne sont pas extensibles. Et donc, on a mis en place un certain équilibre entre facilité du recours et utilité de ce recours. Hein, du coup, pour justement arriver à combiner les deux et éviter la submersion, on a mis en place une procédure qu'on appelle de tri à l'entrée. Hein, c'est-à-dire que quand le recours arrive, on va dire tout de suite au justiciable votre recours, on va pas pouvoir le garder parce que il y a une règle de compétence, de forme, de délai qui n'a pas été respectée, de procédure qui n'a pas été respectée. Donc, du coup, on élimine tout de suite par une procédure simplifiée les recours qui ne peuvent pas prospérer devant nous. Hein, c'est ce qu'on appelle le tri. Hein, par ordonnance des choses qui ne vont pas aller jusqu'à la procédure contradictoire et l'audience. Hein. Et c'est quelque chose que n'ont absolument pas les juridictions judiciaires. Et je dois dire, hélas, voilà, parce que c'est pas bon. Les règles, elles
existent, il faut les respecter. Et donc, si une règle n'est pas respectée, à un moment, une règle de procédure n'est pas respectée, il vaut mieux le dire très rapidement et ne pas garder, on parle en termes de stock, dans nos stocks des affaires et dire 3 ans après à la personne, ah bah écoutez, ça valait rien dès le départ. Voilà, il vaut mieux le dire tout de suite, laisser éventuellement la possibilité de recommencer autrement. Et les juridictions judiciaires n'ont pas du tout ça. Il y a eu une tentative en 2017 de réforme, un rapport sur la réforme de la procédure civile qui proposait de se calquer sur ce que fait la juridiction administrative et de mettre en place une sorte de tri à l'entrée aussi. Si une requête est irrecevable, le dire tout de suite. Plutôt que la laisser continuer les échanges, il y a un coût pour tout le monde à laisser les échanges continuer. Les judiciaires n'en ont pas voulu parce que pour eux c'est contraire à l'idée de l'accès de la justice. Alors ça s'entend, ça se comprend, ça manque un peu d'efficacité. De ce point de vue-là, je pense qu'on a fait plus de choses dans la juridiction administrative. Et puis, deuxième point sur l'équilibre à trouver, c'est que de toute manière, et je vais en venir au deuxième critère, autre que la qualité juridique, c'est que on contrôle en permanence nos délais de jugement. Donc, le deuxième critère, c'est la célérité de la réponse du juge. Avec une considération selon laquelle la dimension temporelle du procès est fondamentale, car une justice tardive, c'est l'équivalent d'un déni de justice. Juger trop tard, c'est ne pas juger. Et ça, on est très largement influencé maintenant sur ce point par la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, qui reconnaît un droit au procès équitable et un droit à un procès dans un délai raisonnable. Et il arrive donc que la France soit sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle estime qu'un procès, quelle qu'ait été son issue, a duré trop longtemps pour respecter la Convention européenne des droits de l'homme, parce que effectivement mettre trop longtemps, c'est l'équivalent de ne pas juger. Voilà, le justiciable a droit à une réponse qui ne soit ni trop rapide ni trop longue. Donc c'est un équilibre à trouver, parce que il ne faut pas non plus que la justice soit expéditive. Il y a un temps du procès, il y a un temps d'échange, il y a un temps de réflexion nécessaire, mais effectivement, équilibre entre trop long, trop court. Voilà. Et donc, ce qui nous impose de réfléchir à des délais différenciés. Qu'est-ce qui mérite qu'on juge très vite, et qu'est-ce qui va pouvoir attendre un peu. Bon, quelqu'un qui, par exemple, veut contester ses impôts, mais qui a obtenu un sursis de paiement des impôts, à la limite, on n'est pas obligé de le juger aussi vite, parce que, voilà, s'il a raison, il les paiera pas du tout. S'il a tort, il les paiera avec des intérêts de retard, mais il les paiera, mais dans le temps du procès, il les paye pas. Voilà. Donc ça peut peut-être attendre. Alors, je dis ça parce que je suis pas concernée. Si j'étais concernée, je me dire mais qu'est-ce qu'ils font, Mais il y a des matières qui peuvent attendre, et puis d'autres qui peuvent pas attendre. Et c'est pourquoi aussi on a aussi depuis la loi de 2000 des procédures d'urgence qui ont été instituées, ce qu'on appelle des procédures de référé. Et donc je pense que vous avez tous entendu parler ces derniers temps des référés qui a eu lieu en matière d'état d'urgence, sur la contestation de l'état d'urgence, le port du masque sanitaire, l'état d'urgence aussi sécuritaire. Quand quelqu'un est assigné à résidence, il doit pouvoir, c'est une mesure privative de liberté ou limitative de liberté, donc il doit pouvoir faire tomber tout de suite la mesure si elle doit tomber. Donc il peut le faire selon une procédure d'urgence de référé, mais il y a une partie qui vient de nous, à nous de distinguer entre ce qui est urgent ou pas,
hein, et puis des procédures d'urgence que le justiciable peut utiliser s'il y a des domaines sur lesquels il y a une liberté qui est en cause, il y a une urgence à juger, et dans ce cas-là, il peut utiliser les procédures de référé. Pour mesurer la célérité, alors là, nous avons des outils quantitatifs, hein, le délai de jugement, ça, on a tous les outils possibles et imaginables pour les mesurer. Puis on sait quand une requête est enregistrée, on sait quand elle est jugée, hein, donc on sait mesurer le temps qui s'écoule entre les deux, hein, et là aussi, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure en matière d'appel, hein, et de cassation, on a un tableau mensuel de délai, hein. Et là, alors c'est le chiffre qui est le plus révélateur pour nous, pour la Cour administrative d'appel de Nancy, c'est le chiffre en rouge, c'est 10 mois et 20 jours de délai moyen de jugement sur les 12 derniers mois. Bon, sachant que ce délai, il y a des choses qui vont vite et il y a des choses qui vont moins vite, hein. C'est un délai moyen, donc avec tout ce que ça peut comporter voilà. Mais en tout cas, on a des outils très précis de suivi des délais dans la juridiction administrative. Le troisième autre critère, c'est la prévisibilité, hein. Lorsqu'il saisit la justice, il est préférable que le justiciable sache au moins un peu à quoi s'attendre, hein, non seulement en termes de délai, mais aussi en ce qui concerne ses chances d'obtenir satisfaction. Hein. Et en droit administratif, devant la juridiction administrative, si j'ose dire, la prévisibilité résulte d'une certaine soumission à la jurisprudence supérieure. On est dans la juridiction administrative, alors aussi parce qu'on a de très bonnes bases de données, mais je veux dire, on ne va pas prendre le risque d'aller contre la jurisprudence du Conseil d'État quand on est dans une cour administrative d'appel, parce qu'on sait que finalement, si l'administration après se pourvoit en cassation, la solution qu'on aura prise tombe et qu'on n'aura pas forcément rendue au particulier qui nous a saisis. Voilà. Donc, mais il y a une très bonne connaissance de la jurisprudence chez nous et une certaine soumission, hein, dont je suis pas tout à fait sûre qu'elle soit équivalente dans la juridiction judiciaire, hein, à la jurisprudence de la juridiction supérieure. Et j'en reviens à ce que j'ai dit au début pour parler de l'interdépendance, hein, c'est aussi ce qui explique qu'on n'ait que 20% de nos décisions qui soient réformées ou annulées. Hein. On en aurait plus si on ne se soumettait pas à la jurisprudence de la juridiction supérieure. Hein. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre de techniques jurisprudentielles qui sont employées par le Conseil d'État, hein, qui consistent à annoncer quelque chose. Attention, je vais changer de jurisprudence, hein, mais pour l'avenir. Voilà. Et de temps en temps, même, j'annule quelque chose, hein, mais pour plus tard. Hein. Vous avez, par exemple, quelques mois pour vous retourner et trouver une autre solution. Hein. Ou un exemple où vous en avez peut-être entendu parler à Nancy, c'est Nancy Thermal, hein, la concession de service public de Nancy Thermal. Le tribunal administratif l'avait résilié à partir de décembre 2022. Hein. Et donc nous, on a profité de ce qu'il y avait eu appel dessus pour dire si on essayait une médiation, hein, qui est un mode alternatif de règlement des litiges, et miracle, les parties se sont entendues sur un accord de médiation qui a permis de contourner la résiliation qui avait elle-même un effet différé. Donc, ils avaient 1 an à ce moment-là pour trouver une solution autre. Hein. Mais de toute manière, c'est l'annonce pour stabiliser quand même ou sécuriser la situation. On dit on va annuler, mais plus tard. Hein. Ou là, on va résilier la convention, mais plus tard. Hein. Donc là aussi, c'est un élément de la prévisibilité de la jurisprudence ou de stabilité, de sécurité de la situation juridique. Le critère de la qualité des relations des parties avec le juge, alors dire qu'un justiciable doit être parfaitement à l'aise avec un juge, je pense que c'est un objectif absolument inatteignable. Hein. On n'est pas très bien devant un juge. Voilà. Il n'est pas forcément souhaitable parce que peut-être faut-il qu'il y ait une certaine distance
hein, un certain respect, une certaine solennité de la juridiction, hein, de la justice vis-à-vis du justiciable. C'est pas un endroit où on arrive, on tape sur l'épaule du juge en disant écoutez, on va s'entendre, hein, voilà. Il faut une certaine distance, hein, mais il est aussi important que le justiciable, et en particulier quand c'est un particulier et pas une administration, ne se sente pas complètement dépourvu quand il est à l'audience ou quand il fréquente les tribunaux. Hein. Et en particulier dans le procès administratif, puisqu'il y a intrinsèquement un déséquilibre entre les parties. On a une administration considérée comme ayant le pouvoir d'un côté et un particulier de l'autre qui s'estime maltraité par l'administration, mais qui n'est qu'un particulier, qu'une personne privée, qui ne détient pas le pouvoir, qui n'a pas pris la décision, qui se voit imposer une décision qu'il n'a pas souhaitée. Hein. Et donc, on a un certain nombre de règles, de procédures qui font que on essaye de rétablir l'équilibre entre les parties en soumettant tout au contradictoire. Hein. Donc, il y a des échanges continuels entre les uns et les autres pour dire tout ce qui est dit est public et est échangé sous l'égide du juge. Et puis, on a des outils Internet hein, qui permettent une transparence totale de notre procédure. Donc, j'ai parlé de télérecours. Donc, un justiciable qui est sur télérecours, il peut voir exactement ce qu'on a envoyé, ce que les autres parties, ce qu'il a envoyé et où on en est de la procédure. Il y a une application qui s'appelle Sagas aussi, où on peut voir, même si on n'est pas sur télérecours, on a un code pour savoir à un moment où on en est de la procédure. Hein, s'il y a un mémoire qui est arrivé, s'il n'y a pas eu de mémoire, voilà. On essaye, dans le maximum du possible, d'assurer un accueil téléphonique pour renseigner. Bon, dans la mesure du possible, hein, voilà. On peut pas être complètement bureau de renseignement non plus, hein, mais en tout cas, on essaye de dire aux personnes qui nous ont saisis où on en est de leur dossier, hein, et de leur donner des renseignements. Et puis, dans la tenue, dans l'audience elle-même, hein, on essaye aussi, et je crois que de plus en plus, de trouver un équilibre entre notre procédure, qui est une procédure écrite, hein, et les échanges oraux, hein, qui ne peuvent se tenir qu'à l'audience. Et autant, je crois, Daniel, quand on a commencé l'un et l'autre, on se disait l'audience, ça sert à rien. Voilà. Je crois que maintenant, on est dans une conception complètement différente. L'audience, elle sert à pouvoir s'exprimer. Voilà. Parce que même si on va perdre, c'est important d'avoir pu dire les choses. Voilà. Et donc, et c'est ça qui va créer la confiance. Je veux dire, entre le juge et les justiciables, c'est en tout cas qu'il ait l'impression d'avoir été écouté. Le cinquième autre critère, je vais aller assez vite dessus, mais c'est rendre des décisions intelligibles. Voilà. Et donc, pour être comprises, les justiciables par leurs destinataires, les décisions doivent être compréhensibles. Voilà. Et on a entrepris un effort de rédaction, mais je dois dire qu'il y a encore des marges de progrès assez larges, hein, mais ne serait-ce que parce qu'il n'est pas toujours facile d'exprimer, nous, en tant que juristes, en des termes simples, des questions juridiques complexes. Hein, mais comme dans toutes les techniques, hein, quand on est dans la technique, c'est difficile de l'exprimer simplement. Hein. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, et alors j'ai donné un exemple, voilà, je vais passer très vite dessus, mais il me fait beaucoup rire. C'est un avis du Conseil d'État, hein, où une cour administrative d'appel, celle de Douai, posait une question au Conseil d'État. Alors, je vous lis très rapidement le texte de la question, parce que vous allez rien y comprendre. Je dois dire que nous aussi, Daniel, hein, on a un petit peu de mal à comprendre la question. Lorsqu'une l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation environnementale
sur le fondement du deuxièmement de l'article L181 du Code de l'environnement, suffit-il pour qu'elle soit tenue d'exiger du pétitionnaire qu'il sollicite l'octroi de la dérogation prévue par le quatrièmement du 1 de l'article L411.2 de ce code, que le projet soit susceptible d'entraîner la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle d'un seul spécimen d'une ou des espèces mentionnées dans les arrêtés ministériels? Bon, j'arrête. Deuxième question. Dans chacune de ces hypothèses, l'autorité administrative doit-elle tenir compte de la probabilité de réalisation du risque d'atteinte à ces espèces ou des effets prévisibles des mesures proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet? Donc ça, c'est la Cour administrative d'appel de Douai qui a rédigé les questions comme ça. La petite traduction que j'ai essayé de faire, voilà. Il est en principe interdit de porter atteinte à une espèce. C'était un projet d'éolienne, d'implantation d'éolienne. C'est l'article L411.2. Voilà. Il est en principe interdit de porter atteinte à une espèce protégée, donc en matière environnementale ou à son habitat. Lorsqu'un projet d'éolienne présente un risque en la matière, le constructeur doit demander une dérogation. Doit-il le faire lorsqu'un seul spécimen ou un seul habitat est concerné ou seulement lorsque leur nombre est significatif? Deuxième question, pour délivrer la dérogation, l'administration doit-elle tenir compte des mesures compensatoires ou d'évitement? Alors là, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est quand même un peu plus simple. Voilà, il faut obtenir une dérogation. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il faut en demander dans tous les cas? Et quelles sont les conditions de délivrance de la dérogation? Alors la réponse, c'est encore pire. Donc je vous l'épargne. Je dois dire que quand on l'a reçu, on l'attendait parce qu'on avait une affaire analogue à Nancy à juger. On l'attendait et quand on l'a lu, j'étais au tribunal administratif et le président du tribunal administratif et moi, on a lu et on a dit on comprend pas. Alors, à tête reposée, on a fini par comprendre, mais voilà. Et donc, ce qui est symbolique, c'est qu'il y a eu un communiqué de presse. Le Conseil d'État a rendu un communiqué de presse pour annoncer sa décision. Et lui, le Conseil d'État précise tout d'abord que le responsable du projet doit examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire. Cet examen s'impose dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet et il n'est tenu compte à ce stade de l'examen ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Voilà. Là, on comprend un peu mieux. La suite, pareil. Et donc, c'est pour montrer que sur l'intelligibilité, on fait des efforts. On rédige maintenant en style direct avec des points, on renvoie d'un point à l'autre. Mais on a encore des marges de progrès, si j'ose dire, parce que rédiger en style... Alors, on n'est pas tout obligé de rédiger en facile à comprendre et à lire, mais voilà, entre les deux, il faut trouver. Le sixième autre critère, c'est l'effectivité de nos décisions. La possibilité d'obtenir l'exécution de la décision de justice. Alors, premier élément, le juge peut adresser, ça date de 1995, mais ça se développe lentement mais sûrement, peut adresser des injonctions à l'administration. Lui dire, par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple d'un refus de titre de séjour. Si le juge administratif annule et qu'il considère que l'étranger a droit à un titre de séjour, il peut enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour. Mais ensuite, si jamais le préfet ne le fait pas, le justiciable doit pouvoir s'adresser au juge pour obtenir l'exécution. Alors, on a des procédures qui le permettent, qui normalement fonctionnent, qui sont pas trop compliquées. On nous écrit d'abord, on envoie à la préfecture un petit mot, au fait, vous savez que c'est important d'exécuter nos décisions. En général, la décision est exécutée. Je donne l'exemple de la préfecture, mais ça peut être bien d'autres situations. C'est pas la préfecture qui nous préoccupe le plus. Et donc ensuite, il y a une possibilité de nous saisir. Donc on essaye de régler ça d'abord entre guillemets à l'amiable. Voilà. Et puis ensuite, on peut passer en phase juridictionnelle et le faire sous astreinte.
Hein, donc d'imposer une astreinte à l'administration en disant ça sera tant par jour de retard. Maintenant, vous avez 1 mois pour obtempérer et c'est tant par jour de retard. Hein. En pratique, des astreintes, on n'en met pas très souvent, mais c'est aussi parce que en général, on arrive à obtenir l'exécution avant d'avoir dû en recourir à ça. Le problème de cette exécution, c'est que c'est très dépendant des moyens mis en œuvre par la juridiction, parce que la plupart de nos moyens, ils sont mis à juger. Et tout ça qui est annexe à la fonction de juger, on n'a pas forcément énormément les moyens de le faire. Et donc, voilà, on essaye. Donc, bon, il se trouve qu'à la Cour, c'est moi qui m'en occupe. J'ennuie les administrations jusqu'à ce qu'elles le fassent. Et puis, l'avantage de ma parole, c'est qu'elle est peut-être plus décisive que quand c'est moi qui écris et qui signe. C'est peut-être, ça a plus de chances d'obtenir une réponse que quand c'est une lettre du greffe, simplement. Mais c'est effectivement une question complexe d'obtenir l'exécution et ça me semble indispensable. Et le dernier critère, voilà. Et de toute manière, alors toujours sur l'exécution, c'est vrai que ça serait d'autant plus facile d'obtenir l'exécution si nous écrivions tout clairement. Voilà, parce qu'il y a certaines choses qu'on écrit ou de toute manière, d'ailleurs on les écrit comme ça parce qu'on ne sait pas exécuter nous-mêmes. Mais je crois que c'est ça aussi qu'il faut qu'on apprenne et qu'on évolue sur ce point, qu'on apprenne à écrire de façon à ce que ça soit exécutable. Et comme ça, on assurera la qualité. Mais quand on écrit reconstituer les droits sociaux d'un fonctionnaire, bon. On ne sait pas faire, voilà. Et donc, en principe, une administration sait faire, mais c'est pas évident du tout. Et en tout cas, pour le fonctionnaire lui-même, reconstituer ses droits sociaux, ça veut pas forcément dire grand-chose. Bon, ses droits à la retraite, ses cotisations, que l'administration prenne en charge des cotisations qu'elle n'a pas prises en charge à un moment où elle a arrêté de payer le fonctionnaire pour une raison X ou Y. Mais bon, il vaut mieux écrire les choses clairement. Comme ça, on est plus sûr d'obtenir l'exécution. Et j'en finis là. C'est le dernier feuillet celui qui contient une erreur, c'est pas le 6e mais le 7e. Voilà. C'est ce qui est important aussi comme critère de qualité, c'est l'acceptabilité sociale des décisions de justice et la confiance qui est mise dans l'institution par les justiciables. Et cette confiance, je crois qu'elle ne peut procéder que de la réunion de l'ensemble des critères que j'ai énoncés précédemment, donc j'irai assez vite dessus, pour que des décisions soient acceptées. Elles doivent pouvoir avoir donné lieu à une saisine aisée du juge, elles doivent être indiscutables juridiquement parlant, elles doivent intervenir dans un délai raisonnable à l'échelle du justiciable, elles doivent être prévisibles, procéder d'une relation équilibrée entre les parties au procès, être lisibles et effectives. Tout cela est un vaste programme. Voilà. Mais surtout, ces décisions doivent procéder d'une réflexion constante sur le rôle de la justice. Sans cette réflexion, on ne saura pas assurer la qualité de la justice. Et un exemple, les contentieux sociaux, on a énormément de contentieux sociaux, alors pas au niveau des cours administratifs d'appel, mais des tribunaux. Quelqu'un qui demande qu'on lui modifie son droit au RSA, qui conteste sa radiation par Pôle emploi, ou qui demande à pouvoir bénéficier du droit au logement opposable. On a longtemps dit ça pose pas de vrais problèmes juridiques, ça relève pas de la justice administrative. Je crois que maintenant on est obligé de dire que si, ça en relève. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures dans la justice. Il faut qu'on réfléchisse ce à quoi elles servent. Et là où les administrations ne répondent plus, parce qu'on a plutôt diminué les moyens des administrations plutôt qu'on ne les a augmentés, mais là où les administrations ne répondent plus ou pas très bien ou ne donnent pas d'explication, malheureusement, je crois que c'est à la justice de prendre le relais et de prendre en charge ces difficultés, en tout cas dans la conception de la qualité que j'en ai.